Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire un peu particulier qui va s'appeler Le point de vue d'un investisseur en phase d'amorçage. Bienvenue à toutes et à tous. Pour les participants, un petit rappel, vous pouvez utiliser le module questions si vous souhaitez aborder un point en particulier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 personnes dans l'environnement de l'investissement. Alex Gerbeau, directeur d'investissement de Innovacom, Aurélie Viau, directrice d'investissement UI Investissement, et Marie-Stéphane de Serroux, chargée d'investissement Région Sud Investissement. Beaucoup d'investissements dans les titres, mais ça tombe bien, c'est le thème du jour. Je vous propose un format un peu particulier. C'est un petit format échange, débat, point de vue. Entre ces 3 personnes et on va essayer, ou elles vont essayer de vous expliquer ou de vous éclairer en tout cas sur la façon dont chaque fonds, qui sont des fonds différents, hein, ils se présenteront, évaluent les dossiers, quelles sont finalement leurs stratégies d'investissement, leurs critères, leurs exigences, en particulier quand on parle d'amorçage, parce que on a tendance à beaucoup utiliser les business angels, et c'est normal, hein, c'est leur rôle au démarrage des besoins d'investissement. À quel moment les fonds entrent en ligne de compte, à quel moment ils investissent, et c'est pas toujours une question simple à aborder lorsqu'on est une startup. Donc c'est un peu l'objet de ce jour. Alors bonjour à tous les 3, merci d'être là. Donc on va faire ce call, enfin ce webinaire de 11h30 à 12h45, on va essayer de tenir les délais. Je propose qu'on commence par Marie Stéphane de Serroux pour que tu puisses te présenter et parler de RSI et ensuite on se présentera chacun et puis on entamera les questions du sujet du jour. Merci Stéphanie, merci au Pôle SCS de nous avoir proposé de venir à cet échange d'aujourd'hui. Voilà, donc me concernant, je suis donc Marie-Stéphane de Serroux, chargée d'investissement chez Région Sud Investissement. Alors Région Sud Investissement, c'est la société financière de la Région Sud. On a comme actionnaire unique la Région Sud et on gère des fonds qui viennent de l'Europe et de la Région Sud, donc ce sont des fonds publics. Et notre mission, je pense que c'est important de le préciser, c'est de favoriser le développement économique du territoire et la création d'emplois. Donc on a 2 outils, un outil qui intervient en capital et un autre outil qui intervient sous forme de prêt participatif en quasi-fonds propres. Voilà, je ne vais pas aller plus dans les détails. Aurélie? Alors merci, ravie d'être là. Donc Aurélie Viau, directrice d'investissement chez UI Investissement. Effectivement, ça fait beaucoup d'investissements. UI, c'est une plutôt grosse société de gestion aujourd'hui, 1,7 milliard sous gestion. On a la particularité aussi d'avoir 13 bureaux régionaux, dont celui de Marseille que j'occupe. Et puis on intervient dans l'innovation, ça va être un peu le thème du jour, mais également dans les métiers plus conventionnels de capital développement et de LBO. Généraliste aussi sur des fonds sectoriels. Aujourd'hui, on a un fonds d'amorçage dans la deep tech à investir qui fait 57 millions d'euros. On a levé en 2020, qui intervient 30% dans la santé et 70% dans la tech. Et dans la tech, on inclut des sujets comme l'industrie 4.0, le numérique, je pense que c'est l'objet du jour dans tous les cas. On a 3 typologies de souscripteurs sur ce fonds, des industriels, des gens comme SEB, comme Michelin, comme Biomérieux par exemple, des groupes de BTP, de la maîtrise d'ouvrage également. On a des banques, ça c'est assez classique, BPI, des groupes bancaires, et puis un peu moins classique, on a des universités et des écoles d'ingénieurs, dont l'université d'Aix-Marseille et Centrale Marseille aussi, avec donc la volonté de se positionner finalement assez tôt dans l'investissement, en amorçage, mais aussi en ultra-amorçage. Et sur des tickets qui sont entre 300 000 euros et 1 million d'euros, et une capacité à suivre. Super. Merci. Alex? Du coup, Alex Gerbeau, je suis directeur d'investissement pour Innovacom, qui est la filiale innovation du groupe Turel. Donc, le groupe Turel, c'est un confrère de vie, sur le même schéma, on gère aujourd'hui 1,5 milliard.
Et en fait, Innovacom, pour la petite histoire, c'était créé en 88 à l'époque par France Télécom, donc c'est un peu la grand-mère de l'aventure. Très orienté tech, tech. C'était le premier actionnaire de Soitec, le premier actionnaire de GEM+, le premier actionnaire de Business Object, qui a été rajouté par SAP. Et aujourd'hui, donc, qui a été racheté par Turen il y a 4 ans, et qui investit aujourd'hui sur tous les sujets deep tech, essentiellement les tech, en amorçage et en série A. Donc le fonds d'amorçage, il est souscrit uniquement par des industriels, SEB aussi, SEBTech, c'est une start-up investie dans le fonds, et Vinci, et le fonds de série A, c'est plutôt un fonds destiné aux particuliers, donc avec des tickets d'intervention qui vont de 500 000 à 3 000. Juste, on a quelques commentaires. Le son n'est pas suffisamment bon, d'après le son est faible. Peut-être qu'il faut qu'on parle plus fort aussi. Peut-être qu'il faudrait parler un peu plus fort. Je pense que je suis au maximum du son. Et si tu rapproches, on verra ça, si tu veux. Peut-être, est-ce que c'est mieux? Quelqu'un pourrait-il nous, parmi les participants, nous dire si c'est mieux? J'ai mis au maximum le son. Vous nous entendez mieux? Est-ce que vous nous entendez mieux? Vous pouvez juste parler pour confirmer, peut-être parler un tout petit peu plus fort parce que j'ai beaucoup d'échanges là. J'ai mis au maximum le son, donc on va parler un tout petit peu plus fort pour que ça passe. Apparemment, oui, le son est mieux. Oui, c'est mieux. Ok, c'est bon. J'ai quelques retours, ça devrait aller. Ça marche. Donc là, on a parlé de différents sujets. Un fonds régional qui a certaines missions, des fonds institutionnels, nationaux, privés, des gestionnaires de fonds. Il y a des fonds d'amorçage, vous avez parlé de ça. Alors, est-ce que ces fonds d'amorçage, c'est ce qu'on appelle anciennement les fonds nationaux d'amorçage? Est-ce que c'est bien cela? D'accord. Et ceux-là ont des critères particuliers en plus d'un sponsor industriel ou autre? Est-ce qu'ils ont quelques critères? Peut-être rappeler ce que sont ces critères sur les fonds nationaux? En parlant bien fort, s'il vous plaît. Alors, pourquoi on les appelle fonds nationaux d'amorçage? Déjà parce que en fait, ils sont financés par BPI. On a Innovacom comme nous, on a BPI comme souscripteur via un programme qui s'appelle le Fonds national d'amorçage, qui a été lancé maintenant il y a 10 ans. Il a fêté ses 10 ans cette année. En fait, pour être sûr, quelque part, que l'argent soit bien fléché en amorçage, BPI avait demandé à ce qu'il y ait des critères en fait, dans les cibles. Et ces critères ont un peu évolué au fil des années. Aujourd'hui, on doit en fait essayer, dans 50% de notre portefeuille, de financer des boîtes qui ont zéro de chiffre d'affaires ou moins de 500 000 euros. Donc, ça laisse quand même un peu de souplesse. Il faut que les boîtes aient moins de 7 ans. 7 ans. Il ne faut pas qu'il y ait d'investisseurs professionnels avant, ou alors il faut qu'ils aient mis moins de 500 000 euros. Donc pas de fonds qui soient déjà rentrés dans le projet. Pour plus de 500 000 euros. C'est à peu près ça les critères, mais honnêtement, ils ont été très durs ces critères au tout début des fonds d'amorçage. Donc là, on parle d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand on fait une levée d'amorçage, enfin, nous, en tout cas moi aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. Par rapport au FNA. Non, parce que les cibles ont souvent pas de chiffre d'affaires et si elles en ont, elles sont en moins de 500 000 euros.
Et puis, elles ont rarement levé des fonds auprès d'investisseurs professionnels, puisque c'est en général le premier tour, ou alors il y a eu un peu de développement. D'accord, très bien. Et du coup, c'est comment vous lisez c'est un peu une question bateau, mais comment vous lisez les dossiers, justement, si on s'attache à par exemple, ce fonds plutôt d'amorçage, hein, donc FNA, comment vous lisez les dossiers? J'ai entendu le mot deep tech. Alors, deep tech, il n'y a personne qui a fondamentalement une définition du mot deep tech au sens strict du terme. Chacun peut avoir la sienne, chacun a sa petite idée. Est-ce que ce point, vous pouvez peut-être l'éclaircir, parce que peut-être chacun aussi d'entre vous a une idée sur ça. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, pour le fonds FNA, le Deep Tech, il y a un aspect réglementaire sur la labellisé Deep Tech BPI et que la technologie soit issue de labos de recherche, université. Enfin, on n'est pas dans le schéma du j'ai inventé quelque chose dans mon garage et j'estime que c'est Deep Tech. C'est quand même assez, en tout cas, normalisé. Et même nous, dans les dossiers qu'on reçoit et qu'on accompagne, c'est qu'on est quand même plutôt dans des schémas comme celui-ci. D'accord. Donc ça, c'est finalement le critère, il est clair, net et et précis. Parfois, il n'est pas clair. Pour certains dossiers qui ne sont pas issus de la recherche, à quoi il n'était pas Deep Tech, par exemple. Oui. Donc, non, on peut mettre un bémol alors, peut-être, ou après, parenthèse. Je pense que BPI aujourd'hui dit y a pas de, quand on appelle BPI, ils disent non, on ne donne pas de label, etc. Ce qui est vrai, c'est que quand ils font une aide au développement de Deep Tech, on se dit effectivement, a priori, calibré en Deep Tech. Après, je pense dans les fonds, on fait aussi un travail, nous, de démontrer en interne que c'est une société qui a une rupture technologique et que donc, déjà nous-mêmes, on la classifie en Deep Tech. C'est important de convaincre les souscripteurs parce que ce qu'on disait avec Alex, c'est que, étant donné qu'on gère de l'argent du compte de tiers et d'investisseurs avertis, on doit leur rendre des comptes aussi sur ça, sur le fait qu'on sélectionne des sociétés qui sont en lien avec la stratégie d'investissement du fonds. Donc, il faut une certaine conviction sur le sujet, mais parfois, elle n'est pas évidente. D'accord. Et ça a un lien aussi, je pose vraiment la question large, ça a un lien aussi avec les différentes stratégies nationales, du coup, gouvernementales sur certaines technologies. On parle depuis des années d'intelligence artificielle, on parle à niveau européen de microélectronique ou d'électronique, on parle à niveau français mais aussi européen de cybersécurité ou de sécurité numérique. Est-ce que c'est lié aussi ou c'est complètement, puisque FNA ça dépend en fait, pour nous c'est plutôt propre à chaque fonds. En fait, chaque fonds va vouloir se positionner plus ou moins sur une certaine thématique par rapport à l'appétence, par rapport à l'historique. Je sais que, par exemple, côté Inmacom, tout ce qui est microélectronique, forcément, c'est un sujet qui depuis longtemps, qu'on apprécie, pour lequel on a aussi les réseaux, on a je pense une grille de lecture un peu plus expérimentée que d'autres. Et après, vous avez des fonds qui se spécialisent justement sur la partie cyber, des gens qui se spécialisent sur la partie. Ça, vraiment, pour le coup, c'est propre à chaque fonds et c'est là aussi où c'est important, je pense, quand on a quand on est une startup, de regarder le portefeuille du fonds, les investissements qu'il a pu réaliser pour comprendre en fait l'ADN du fonds. C'est vrai pour tous ou peut-être la région a peut-être un point un peu différent là-dessus par rapport à ce qui est plutôt qui descend comme des politiques nationales de soutien à l'innovation sur des sujets. Alors déjà pour revenir sur les contraintes du FNA, nous on en a beaucoup moins par rapport à la notion de deep tech. Donc on va pouvoir soutenir, accompagner des projets qui ne sont pas forcément issus de laboratoires publics, bien qu'il y en ait quand même une grosse proportion en termes de projets suivis. Sur les thématiques, on a quand même une thématique actuelle sur les projets souverains, sur les projets aussi industriels qui sont un petit peu délaissés ou qui ont des fois des difficultés à trouver des fonds. Donc là, on a une forte appétence sur ce type de projet, de même que sur des projets qui mixent le hardware et le software. Donc
on regardera peut-être plus facilement que certains fonds, pas de généralité à faire, mais des projets qui sont dans du hardware. Ça, c'est une bonne nouvelle. On sait quelle est la problématique. Quoique ça s'est un peu inversé, non? Je ne sais pas, vous le voyez, vous, à votre niveau? Inversé. Moi, je trouve globalement, en tout cas, en phase d'amorçage, c'est toujours pareil. Oui. Ça dépend à quel stade de maturité on Là, est. on parle beaucoup de l'amorçage. Sur On va rester sur l'amorçage, ce aujourd'hui, on sujet. est plutôt friand d'hardware. Et de toute façon, les techs, elles sont quand même plutôt en général sur de hardware, sur du matériaux, plus que sur. Mais on n'est pas nombreux à financer ça quand même. C'est difficile. Ouais, ça reste toujours encore pas évident. Hein. Enfin, dans la microélectronique, on trouve. Mais je pense que c'est plus simple que aujourd'hui, dans l'amorçage, ce type d'activité. Oui, qu'il y a 5 ans ou 7 et même que le soft aujourd'hui. Tout dépend de la profondeur du software. Non, c'est toujours ça la question. Quand software, deep tech, oui, alors on a les sujets d'IA, par exemple, on va en avoir beaucoup des sujets peut-être deep tech. Bah, ça va dépendre de ce qu'on entend dans l'IA. En fait c'est toujours pareil, c'est l'IA, oui, mais quelle IA? Si on est sur une IA qui est justement indiscutable, on en a dans le territoire, dans des gens comme c'est Cartesiam, donc qui est maintenant intervendu, mais c'était typiquement des sujets d'IA qui étaient un peu disruptifs, parce qu'on était sur de l'IA embarquée. Oui. Sur nous. Les gens qui disent juste j'apporte de l'IA dans mon soft, en fait, un truc. Il y a ceux qui font les briques d'IA ou stack, enfin voilà, et il y a ceux qui l'intègrent et qui l'utilisent et qui vont aussi dire, et justement ça c'est intéressant le sujet parce que on dit toujours voilà, tiens, on met les mots-clés dans le pitch pour l'envoyer à l'investisseur, mots-clés égale intelligence artificielle, égale machine learning, égale je ne sais trop quelle terminologie liée à cybersécurité ou blockchain, enfin bref, on utilise des tonnes de mots. Comment vous absorbez ce genre de choses? Quels conseils vous pourriez donner justement? Parce qu'on sent bien que ça doit un peu agacer des fois. Après, sur ce sujet des pitchs, etc., c'est vrai que nous, on a un peu le même modèle avec Novacom. Nous, on s'appuie beaucoup sur nos industriels pour qualifier les projets. En fait. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que déjà, ça nous fait un retour marché, on va dire, et terrain. Et ça permet aussi justement assez vite de qualifier, de se dire est-ce qu'au final, le dirigeant qui parle d'IA, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou est-ce qu'on est dans ce mot galvaudé que tout le monde utilise en tout cas, moi je pense que c'est aujourd'hui un moyen quand même aussi d'arriver à qualifier parce qu'effectivement, dans les concours de pitch, c'est maintenant un florilège. C'est le florilège des beaux types quand même. Et donc les industriels, c'est qui? Alors c'est ceux qui sont partenaires du fonds? Partenaires, c'est ceux qui sont souscripteurs en fait. Souscripteurs, oui. Souscripteurs, avec qui on entretient des relations étroites et avec qui on échange sur les projets. Alors évidemment, je le dis parce qu'on n'envoie pas des projets dans la nature à des industriels. On échange d'abord avec le dirigeant pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour rentrer en relation avec SEB par exemple. Et c'est le dirigeant qui gère sa politique d'échange de documents et de confidentialité, etc. Mais par contre, c'est vrai que les retours qu'ils nous font sont utiles dans l'appréciation qu'on peut avoir d'un dossier. D'accord. Et donc, ça se passe comme ça, en fait. Vous avez des grilles de lecture au démarrage d'un échange avec une société qui se présente à vous. Ouais. Et si ça passe finalement le premier niveau de filtre, si j'ose dire, enfin, d'analyse des critères ou des exigences que vous avez, vous passez sur votre souscripteur. Parce qu'il faut toujours un sponsor, on est d'accord? Il faut toujours qu'il y ait un sponsor. Alors, c'est spécifique. Je pense que c'est spécifique à chaque fois. Nous, en tout cas. Là, pour les FNA qui vous concernent. C'est pour Innovacom. Pour Innovacom, effectivement, il faut qu'il y ait forcément un sponsor, sinon ce ne sera pas le. Un sponsor que vous connaissez ou souscripteur, voilà. En fait, qui va dire cette technologie-là m'intéresse d'un point de vue industriel. Okay. Et donc, on va pousser l'instruction du projet. Mais ça, encore une fois, c'est spécifique à nous. Je pense qu'après, chaque fonds a sa grille de lecture en fonction de la thèse d'invest qui est tentée à ses souscripteurs. Oui, bien sûr, mais là on parle de Novacom. Et pour UI, ça se passe comment? Alors, nous, on n'a pas la notion de sponsor
comme Novacom, mais en tout cas, il faut qu'il y ait autour de l'investissement qu'on fait un certain nombre de souscripteurs qui utilisent la solution, etc., et qui les valident, donc qui accompagnent le projet. Après, voilà, ça peut se faire sous différentes formes, mais il faut que le dossier soit quand même porté par nos souscripteurs à un moment donné. Donc finalement, vos souscripteurs ou vos sponsors, ils portent un poids assez important dans l'évaluation des dossiers parce qu'ils donnent finalement leur avis et qui sera finalement l'avis final ou pas? Non, j'ai une question un peu ouverte. C'est pas l'avis final, mais ce qui est certain, en tout cas, avec Novacom, c'est que nous, on n'ira pas sur un dossier si on n'a pas un sponsor. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire que si un sponsor veut faire, on va le faire. Mais par contre, ils ont une forme de droit de veto commun, ensemble. Et en fait, c'est aussi dans une logique derrière de projection industrielle. Ce même sponsor pourra demain être un acquéreur ou un partenaire. D'accord. Là aussi, en tout cas, nous, on pousse beaucoup sur ce schéma-là. C'est pas juste quelqu'un qui a mis de l'argent et qui dit ah bah tiens ça je trouve ça intéressant. C'est que derrière il y a une vraie logique collaborative et donc de business. Donc c'est là aussi où c'est intéressant. D'accord. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose. Ce nombre de partenaires ou de souscripteurs étant défini et limité, par exemple pour Novacom c'est le cas, vous avez non, mais c'est défini en fait au moment de la création du fonds. Du coup, une société qui est-ce qu'il n'y a pas une problématique de conflit d'intérêts? C'est un peu ça que je me posais comme question, vu que c'est eux, les fameux souscripteurs industriels par exemple. Imaginons que telle et telle solution soit portée par une start-up, mais qu'elle discute avec un autre industriel pour l'aider à maturer. Comment ça marche? Ils n'ont pas de poids dans le suivi, ils n'ont pas de poids dans le suivi, ils n'ont pas d'informations. Nous, notre métier, c'est justement de gérer cette problématique de conflit d'intérêt. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est plutôt nous, on expose des points, on expose une technologie, on expose un produit. Mais par contre, ça n'empêche pas d'aller travailler avec des concurrents ou développer sur des... Parce qu'on peut se poser cette question légitimement. On se dit, finalement, c'est un peu limité. Il faut le voir comme un atout au final. Après, on pourrait échanger sur c'est quoi la vie d'une startup, mais c'est vrai que notre expérience, je pense, commune aussi avec Alex, c'est qu'au final, le go-to-market, c'est un sujet complexe. C'est ça qui fait souvent que la startup rentre dans la vallée de la mort, entre guillemets, sans vouloir utiliser le gros mot, et que beaucoup de startups s'en remettent pas. Et donc, en fait, ces industriels qui sont dans nos écosystèmes, il faut les voir comme ça, comme des gens qui vont être actifs aux côtés des startups. Parfois actifs, parfois pas, et en fait c'est pas, alors Novacom a un peu plus poussé son modèle, mais les industriels n'ont pas un droit de vie ou de mort sur nos startups, c'est pas du tout l'idée. Par contre, l'idée c'est de dire appuyons-nous sur les industriels pour quelque part un peu aider les startups à accélérer et à trouver plus facilement leur marché, etc. En sachant que quand on les prend aujourd'hui au stade d'amorçage, elles sont vraiment extrêmement jeunes, et parfois il y a encore millions de kilomètres à parcourir. Donc, si on peut avoir des voies un peu tracées, des choses, c'est une façon de dérisquer pour le dirigeant, pour nous et pour tout le monde. C'est sûr. Et le million de kilomètres, du coup, alors ça fait beaucoup, 1 million de kilomètres. J'avais juste peut-être un point précisé par rapport à tout ce qui est grille d'éligibilité ou de grille d'analyse. C'est important à le préciser dans le cadre de Région Sud Investissement. Les fonds, comme ils viennent de l'Europe, on a des contraintes d'éligibilité. Donc, il faut que la société elle soit basée en Région Sud, donc le siège social ou l'activité principale. Il faut que ce soit une PME. A priori, pas de souci. Au sens européen du terme, là, normalement, pas de souci pour l'amorçage. Il y a des jeunes sociétés qui sont investies par une boîte ou une holding ou un groupe, et finalement, ça n'est plus une PME. Au-delà de 25% du capital, donc ça peut avoir aussi un impact. Et il ne faut pas qu'elle ait perdu plus de la moitié de son capital social des fonds propres. Ça, c'est pour une société qui a plus de 3 ans. Donc, je pense que la plupart des sociétés à l'amorçage ne sont peut-être pas forcément... mais ça dépend peut l'être si c'est Creditech, c'est des sociétés plus anciennes. Ça peut être aussi, voilà. Donc ça, c'est aussi un point qui est important à spécifier.
Et puis, pour le fonds là, qui nous concerne en ce moment, comme c'est un fonds 100% FEDER, issu d'une programmation qui s'appelle REACT-EU, la provenance de ces fonds fait qu'on ne peut investir que dans des sociétés qui ont été impactées par la crise Covid. Ça, c'est la situation de ce jour. Mais est-ce qu'il y aura un autre fonds comme ce qu'il y avait avant? Tout à fait. Donc, il y a une enveloppe qui a été votée par la région. D'accord. Et donc, a priori, à la fin de l'année, on devrait avoir un fonds qui prendra le relais et qui n'aura plus du tout ce type de contraintes. D'accord. C'est lié aux fonds qui sont, enfin, à l'argent, fonds qui sont utilisés à l'intérieur, qui fait qu'il y a des contraintes un peu partout. Tout à fait. Donc là, il n'y aura plus de contraintes à partir de l'année prochaine. D'accord. Il y a justement une question, là, j'en profite, pour la région. Donc. Une société qui a 4 ans d'ancienneté est-elle une société en phase d'amorçage, point de vue de la région? Ça dépend en fait de. Ça peut être de l'amorçage si la société n'a pas levé des fonds, ça dépend de son stade de maturité aussi. C'est pas forcément lié. C'est pas l'âge. Pour moi, c'est pas forcément lié à l'âge. C'est plutôt la maturité de l'entreprise. Nous, on a financé des sociétés de 4 ans, 25 ans, 6 ans. Bien sûr. Bien sûr. J'espère qu'on a répondu à votre question. Je crois que c'est Philippe qui a posé cette question en ligne. S'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez soumettre, n'hésitez pas. Le module est là pour ça. Alors, je vois quelques autres questions. En tout cas, peut-être un commentaire sur le paysage des fonds aujourd'hui. Il est au final assez normé quand même. Ouais. Il y a des fonds d'amorçage, il y a des fonds régionaux, il y a des business angels, il y a du crowdfunding. Il faut quand même faire en sorte de lier un peu ce paysage qui est assez normé et connu avec les stades de maturité des startups pour ne pas louper le coche de la levée de fonds. Parce que les trous dans la raquette, je trouve que c'est difficile de les financer, même si la région, tu disais, vous mettez des choses en œuvre pour financer un peu ces trous dans la raquette. Mais c'est vrai que nous, si la société est inéligible, si elle a 10 ans, par exemple, on ne saura pas la financer en amorçage parce que c'était 7 ans. Oui, d'accord. On est d'accord. Là, je crois qu'on est à peu près 10 ans, ça commence à faire beaucoup, sauf dans des choses, peut-être, je ne sais pas comment ça marche dans le médical ou dans la biotech, peut-être sont plus anciennes. Il y a déjà eu des tours de table, en fait. Il y a des tours de table. Il y a une petite question. Comment, sur quels critères est-ce qu'un industriel peut devenir souscripteur d'un fonds? Là, j'avoue, c'est une grande question. Peut-être que vous avez là un début de réponse. J'envoie le RIB. J'envoie le RIB. N'importe qui. Nous, on n'a pas de. Enfin, nous, c'était le ticket. En fait, il y a un ticket réglementaire minimum qui est de 500 000 € pour les industriels. On a fait rentrer des PME aussi. Il n'y a pas de critères. L'idée, c'est de venir chercher aussi dans notre écosystème, en tout cas, avoir envie de travailler avec les startups, avoir envie de collaborer avec nos établissements. Enfin, il faut trouver un sens économique, je pense. Il n'y a pas de critères. Juste un minimum quand même, c'est sûr que. Oui, c'est le ticket minimum, mais ça s'arrête. En tout cas, nous, je pense qu'on est assez ouvert pour travailler avec les industriels. D'accord. Et en lien avec votre thématique, du coup, Alexandre? En fait, vu que la thématique, elle est tech. Ouais, c'est très large. La tech, c'est un mot. Sur les fonds FNA, après, je ne dis pas que on est en train de regarder d'autres sujets. Oui, sur d'autres sujets. Et encore que, en fait, il y a des grands groupes, ils ont un tel panel d'activités sur l'interne qu'ils sont capables de tout faire. Donc, je pense que maintenant, avant tout, il faut rencontrer et comprendre pourquoi ils peuvent être intéressés. Parce que l'industriel, surtout qu'il faut réussir à les convaincre. Donc, c'est bien comprendre ce point-là. Et peut-être une question annexe. Donc là, ils sont, on va dire, souscripteurs dans un fonds qui est opéré par quelqu'un d'autre. Ils ont aussi quelquefois leur propre fonds, ce qu'on appelle les corporates. Comment il n'y a pas de conflit entre les deux ou quoi que ce soit, ou l'un peut basculer dans l'autre? Non, c'est deux choses différentes. Le corporate, souvent, il investit quand même très core business et en fait, il a des critères de maturité qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. D'accord. Moins de contraintes, parce que forcément, c'est du corporate, il n'y a pas de pays, il n'y a pas tout ce. Oui, c'est une décision unilatérale finalement de l'entreprise. Et en fait, on peut voir aussi des projets, parce que je sais que un grand acteur du territoire qui a un corporate, qui fait du fonds, tout à fait, qui peuvent en fait aussi co-investir avec le fonds. En fait, il peut arriver en support sur certains projets, c'est-à-dire
c'est du cas très particulier, mais on peut avoir un fonds type généraliste comme les autres, Oui. et à côté le fonds corporate qui a pour autant investi. Et ça fonctionne parce que je me souviens de discussions d'il y a de nombreuses années où c'était plus délicat de faire fonctionner des fonds, avec des des fonds corporates. financiers institutionnels. Ça dépend en fait. Classique avec un corporate, Ça dépend. en fonction des intérêts de Voilà. chacun. Non, ça va dépendre de ce que le corporate va demander, de comment est-ce qu'il se positionne. Est-ce qu'il se positionne en pur investisseur ou est-ce qu'il se positionne en pur industriel? Est-ce qu'il y a des droits spécifiques ou pas? Je pense que ça, après, ça peut être c'est du cas par cas et c'est jamais au cas par cas. Et même dans le cas où il y a un intérêt un peu plus que juste du pur corporate, si c'est bien géré juridiquement, ça ne pose pas trop de soucis. D'accord. Il y a une petite question supplémentaire. Est-ce qu'il faut amener le sponsor pour démarcher Innovacom? Non. Non. Bon, la réponse est non. Si vous l'amenez, c'est tant mieux. Voilà. Mais non, il n'y a pas du tout besoin. Au contraire, c'est plutôt à nous d'aller chercher des sponsors avec des technologies qu'ils ne connaissent pas forcément. D'accord. Qui Et vous investissez quelquefois ensemble sur des dossiers, beaucoup? Ok. Ouais. Il y a peut-être d'autres critères encore que vous regardez, non? J'avoue que là, c'était un peu le sujet bateau du jour, hein, c'est pour ça qu'on a fait cette session. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que vous exigez? Est-ce que quand tu disais qu'il y a encore 1 million de kilomètres à parcourir, à quel moment du million, toi, tu dis, je veux bien venir sur les 800 000 kilomètres qui manquent? Bonne question. Alors, toutes les histoires ne sont pas les mêmes, hein, évidemment, mais c'est vrai que souvent on rentre en contact assez tôt avec les startups, puisqu'elles sont, on les voit souvent dans le parcours classique de la deep tech, les incubateurs, les SAT, etc. Et je trouve que l'élément fondamental, ça reste quand même les dirigeants, au-delà de valider les technologies et les marchés. Mais c'est vrai que ce que on aime bien faire, c'est rencontrer tôt et du coup faire un premier bout de chemin dans les discussions avant l'investissement, qui parfois peut prendre un an. Là, je vais closer un dossier en juin, ça fait quasiment un an que je discute avec eux. Et je pense que c'est une manière en fait de dérisquer aussi un peu ce sujet-là en se disant que on connaît suffisamment bien les dirigeants pour être sûr, un, qu'on sait cohabiter, qu'on s'entend bien, qu'on arrive à échanger. Deux, que en cette année qu'on a fait ensemble, on a échangé ensemble, ils ont suivi aussi leur roadmap, puisque un des plus gros sujets des startups, c'est quand même une exécution de plan qui est assez millimétrée sur les milestones à passer et puis le corollaire, c'est le cash. Donc, je reviens un peu à du basique, après on peut parler des technologies, des marchés, etc. Mais au final, la qualité de l'équipe dirigeante, quand même être validé qu'il y a des expériences avant. Nous, on fait très peu de nouveaux entrepreneurs quand même. On aime bien jeunes entrepreneurs. Jeunes et après, il faut rappeler quand même dans l'échange qu'on a aujourd'hui que des fonds comme les nôtres, je t'inclus dans la conversation, on voit 1000 dossiers, on en fait 10. Quoi. La sélectivité en fait qu'on mène dans le process de sélection, elle est très très forte, cette sélectivité, et du coup, la qualité des équipes, c'est un critère extrêmement important et sur lequel on laisse peu de place à l'imprévu entre guillemets, même si parfois il y a des très belles histoires de jeunes entrepreneurs. C'est aussi un point très important, l'équipe pour la région, c'est fondamental. C'est fondamental. S'il n'y a pas, j'allais dire, un bon maître à bord, on aura beau avoir le plus beau produit du monde, il vaut mieux avoir un produit peut-être un petit peu moins bon, mais avec une super équipe bien complémentaire que le projet Deep Tech extra qui ne pourra peut-être pas aboutir parce qu'il manquera telle ou telle compétence au sein de l'équipe. Donc l'équipe est clé. Et justement, est-ce que cette équipe, elle doit être constituée, le noyau, au démarrage? C'est-à-dire, il y a aussi quelquefois des cas où il y a la bonne personne ou les deux bonnes personnes, mais il en faudrait une troisième, par exemple, mais qui n'est pas encore là pour diverses raisons. Donc l'équipe, elle est constituée, il y a le bon embryon, il y a tout ce qu'il faut.
Est-ce que pour vous, quand vous dites OK, c'est que l'équipe doit être constituée au sens strict du terme ou, ouais, je m'entends, pas tout l'organigramme, hein, je parle du noyau, ou est-ce que c'est possible justement de rajouter quelqu'un de fondamental qu'ils ont déjà en vue peut-être, mais qui n'est pas rentré dedans? Comment ça marche? Il faut tout de suite l'équipe? Parce que quelquefois, on voit des équipes assez… Ça, c'est une bonne assez Je pense que ça dépend Ça dépend de la maturité. ça dépend du niveau de maturité, du besoin identifié, par rapport à ce que tu disais, s'il est en vue, bah, qu'on puisse échanger avec cette personne. S'il n'est pas en vue, c'est en fait de quel rôle on parle, qu'est-ce qui manque. c'est ça, quel rôle manque dans Si le… sur des dossiers d'amorçage, si on n'a pas directeur commercial dès le départ, on peut peut-être envisager de faire ça. Ce qu'il faut, si c'est le directeur CEO et technique, le CTO, c'est ça? ouais, s'il manque la partie technique, enfin, c'est une vision en fait. Après, enfin, je pense qu'on va raisonner sur une vision Oui. et sur quand même des compétences globales et sur une capacité aussi à des porteurs de projets actuels jusqu'où ils sont capables d'aller. Si on sent qu'ils sont capables de faire les 10 prochaines années et que c'est juste sur un step un peu plus gros qu'ils auront des limites, bon, En tout cas, c'est pas les enfin, je pense qu'il y a souvent j'entends dans l'écosystème le fait de dire c'est les investisseurs qui vont aider à structurer les équipes, etc. En fait, encore une fois, alors, parfois les histoires peuvent être différentes, mais dans une logique où on voit 1000 dossiers, on en fait 10. Honnêtement, on n'a pas le temps de structurer les équipes. S'il n'y a pas un CEO, on ne fera pas le dossier. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir aider à chercher des profils, etc. Mais on n'est pas un cabinet RH non plus, quoi. Je pense que ça, on l'entend souvent. En fait, chacun se renvoie la balle en disant là, ça dit bah non, c'est pas à moi de le faire, machin, le truc. Bon. Donc, je pense que c'est presque une mission du porteur de projet à un moment de trouver son équipe et de la constituer. Enfin, Non, ça ne se situe pas au rôle du dirigeant, ça fait partie de. Non. Et surtout, Mais on dit souvent que les investisseurs sont là pour aider. Mais on peut identifier, maximum. mais ce qu'on peut faire, c'est identifier, de dire il y a un besoin sur telle fonction, mais si elle est sur telle stratégique, vision. tu vois, on est stratégique. Voilà, Finalement, il vaut mieux, alors si on répond très basiquement, il vaut mieux que l'équipe soit bien constituée finalement, près, hein, le DAF peut-être peut venir après. Le directeur commercial, il a raison. Le directeur commercial peut venir un peu après. Mais… Dans l'industrie, il y a tout ce qui concerne aussi le directeur industriel. Il n'est peut-être pas nécessaire dès le début. Ça peut être dans un premier temps le directeur technique. Après, suivant le stade de développement de la techno, il y a peut-être des contraintes industrielles à intégrer en amont. Et donc, de choisir le moment idéal pour le faire rentrer. Je sais que là, nous, on a un projet là, dernièrement où la compétence DAF était absente. Et on a souhaité à ce qu'elle soit intégrée. Donc, c'était une des conditions préalables à notre entrée au capital. Et comment il faut quand même un pilote, en fait. Bon, ça on est bien d'accord. Il faut que quelqu'un porte le projet, sans strict. Après, le sujet industriel, c'est intéressant parce que quand on a du hardware et du software, ben, on a souvent la question de l'industrialisation. C'est vraiment un passage difficile. Vous êtes en ligne, j'imagine, avec ça. Et quand vous regardez les dossiers, est-ce que c'est un point sensible où vous dites ce passage indus, je sens que ça va être plus que difficile pour cette équipe-là, hein, même si le CTO est peut-être très bien au démarrage. Est-ce que ça peut bloquer cette partie-là en disant mais ils ne passeront pas les steps parce que l'industrialisation est pour un sujet particulièrement compliqué, là, je sais rien, un truc de micro, où il faut des gros investissements, des machines, des locaux gigantesques, enfin bon, bref. C'est un point, depuis le début, que vous notez, que vous dites, tiens, ça, c'est un point qui peut pencher un peu pas bien dans la balance, ou au contraire bien dans la balance? En fait, c'est un point qu'on va regarder. Après, encore une fois, ça va dépendre de chaque dossier, de la maturité par rapport à ce point-là spécifiquement. Et en fait, alors, il y a plusieurs points. Il y a le sujet de est-ce que l'équipe est capable d'accompagner l'industrialisation? C'est un point que vous utilisez. Je pense que, encore une fois, ça va dépendre du projet, de step à passer avant l'industrialisation. On a eu des sujets où on a
matériaux. Sur l'industrialisation, il y avait déjà des steps à passer. Et donc, on peut se dire, l'équipe elle est déjà prête à passer ces steps-là. Et quand on aura passé ces steps-là, on sait qu'on aura passé des gros gaps, donc des grosses avancées. Et donc, on sera aussi attirant vis-à-vis d'investisseurs. Et donc, potentiellement, avec des nouveaux fonds qui vont arriver. Et à ce moment-là, on se reposera la question de l'équipe. Il y a des et après, il y a le schéma où l'industrialisation elle doit arriver rapidement. Est-ce que l'équipe a déjà fait, c'est du cas par cas. Mais ce qui est certain, c'est que oui, on va le regarder, on va le prendre en compte. Et nous, on a l'avantage aussi de rapport avec nos industriels. C'est aussi d'évaluer cette possibilité de dire est-ce que l'industrialisation elle va être difficile, elle va pas être difficile. Surtout si elle demande pas mal d'argent, et c'est là qu'on revient vers le public où on dit faut soutenir la réindustrialisation, si on peut utiliser ce mot-là. Et du coup, il faut qu'il y ait beaucoup de concours de circonstances, que ça se passe relativement bien pour arriver à des gros sujets d'industrialisation. Et on en a quelques-uns qui ont été dans cette situation. Il y a quand même il y a un sujet à regarder. Je pense que vous partagerez le même point de vue. C'est aussi la manière dont les roadmaps sont présentés aujourd'hui. Industrialiser, c'est des gros mots pour dire beaucoup de choses différentes. Et je pense que, là, je parle aussi pour toi, nous en amorçage, on sait, on regarde attentivement jusqu'à quel stade on est capable d'aller avec l'argent qu'on met avant de se lancer dans la grosse usine au sens réel du terme. Et du coup, peut-être parfois les roadmaps des dirigeants, je pense qu'il y a peut-être ce travail à faire aussi de mieux découper quand c'est possible, pour avoir aussi en considération le fait qu'en face, il y a des gens en amorçage comme nous qui voudront faire qu'une partie du chemin, qui n'ont pas les reins, nous on n'a pas les reins assez solides pour aller mettre 10 millions sur la table. Donc il faudra à un moment donné venir faire rentrer d'autres investisseurs, et que pour ça, il faudra que la startup ait passé des milestones suffisants pour dire voilà, mon step d'industrialisation à venir, j'y crois parce que j'ai déjà fait des choses avant, etc. Et je pense que maintenant, il y a peut-être un peu de ce travail à faire aussi de mieux séquencer pour prendre en considération ce paysage des fonds. Donc clairement dire, je vous demande de m'accompagner ou j'aimerais que vous m'accompagniez de là exactement jusque là. Et je vais faire ça, ça et ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir des choses qui sont très globalisées, avec une roadmap à 5 ans, avec des tonnes de trucs qui vont être dedans. Découper, bien sûr, ils le découpent toujours par année, par priorité. Ça, c'est relativement bien fait en général quand les pitchs, ils ont bien réfléchi. Mais peut-être c'est pas encore assez précis. Pas assez précis, du coup, parfois. Et du coup, et aujourd'hui, quand même, si on prend ce sujet d'industrie, il y a, faut reconnaître que BPI et le gouvernement ont fait beaucoup d'annonces, ont envie de soutenir ça. Donc, petit à petit, on le voit même au niveau des fonds comme les nôtres, et toi au niveau de la région, on sent qu'il va y avoir de l'argent sur cette thématique à différents stades. Et aujourd'hui, quand même, il y a de l'argent sur ce stade d'amorçage industriel, il va y en avoir de plus en plus, il y aura de l'argent aussi pour l'accélération industrielle. Donc, je pense que les projets doivent être aussi un peu conçus en prenant en compte ça, parce que c'est plus rassurant. Nous, comme je le disais, on ne sait pas, aller quelqu'un qui nous dit je veux 10 millions pour faire mon usine de fabrication de piles à combustible, on ne saura pas faire. En fait. Exact. Bon, là, c'est le rôle des écosystèmes d'aider à bien flécher sur ce qui se passe. Mais c'est mouvant. Mais c'est mouvant, oui. En fait, pour moi, c'est la notion de stratégie de levée de fonds. C'est-à-dire que, en fait, il y a différentes étapes à passer, différentes levées à passer, avec à chaque fois des milestones à déterminer. Et la notion d'industrialisation, on peut avoir de l'industrialisation sur des petites productions et sur des grosses productions. Exact. Il faut aussi la avoir pré-industrialisation et ensuite de l'industrialisation. Exactement. Et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est de dire finalement, dans mon secteur, quel va être le gros marqueur de valeur. C'est le premier point. Et justement, ce gros marqueur de valeur, c'est lequel? Parce que ça doit dépendre des secteurs. Tu vois, c'est celui qui est l'industrialisation, la fin, c'est-à-dire la grosse industrialisation. Je parle dans la micro, par exemple, pour qu'un industriel intègre une techno dans sa chaîne de production pour qu'il sorte des composants de telle et telle typologie. Ça, c'est le masse, et c'est ça qui fait le volume, qui fait la croissance, la valeur. Mais c'est aussi le tout début, celui-là, il est super valorisant si on arrive à convaincre le gars de vouloir rentrer sa techno dans sa... Donc, c'est la pré-indus. Ça, c'est propre à chaque industrie. Mais en fait, le marqueur de valeur, c'est une bonne
point que tu dis, c'est celui que nous, on doit aussi trouver pour dire à nos comités, à ce moment-là de la roadmap, on aura des acquéreurs. Parce qu'en fait, nous, on sait qu'on ne va pas se projeter sur 10 ans de la boîte. Ouais. On n'a pas, ni les moyens, et deux, pas des fonds en termes de durée conséquents. Donc, ce marqueur de valeur, ça doit être celui qui fait que le dirigeant a une roadmap pour laquelle on est tous d'accord de dire, quand on l'aura, franchement, on aura fait une grosse partie du chemin, puisqu'à la limite, la boîte serait vendable. Et ça, c'est un marqueur de valeur. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Et en fait, on peut faire le comparatif avec le monde du soft, du SaaS. Oui. Souvent, dans le SaaS, on parle de l'étape de 1 million d'ARR. Oui. Et du coup, on construit différents produits pour aller chercher. Mais en fait, il faut avoir le même raisonnement au niveau industriel, ça fait qu'on ne va pas parler d'1 million d'ARR, on va plutôt parler en fonction des secteurs de volume de commandes, de quantité de produits, ça va vraiment être très dépendant de l'activité. Et l'autre point qui est super important aussi, c'est le bon choix des investisseurs. Parce que là, on parle beaucoup de comment nous on choisit, mais je pense qu'il faut. Nous aussi, un des regards et des critères d'investissement, c'est de voir avec qui on va faire l'investissement. Parce que sur les sujets qui sont très capitalistiques, si on n'a pas des gens qui sont capables de remettre, on n'ira pas. Enfin, oui, c'est vraiment. Je pense que là, c'est sur la durée. Il faut on pourrait penser que c'est court terme, mais en fait, c'est pas court terme. C'est vraiment sur la durée. Et je trouve que le marqueur de valeur, c'est un bon sujet. C'est qu'au final, je pense que c'est aussi aux dirigeants de nous amener, nous, investisseurs, dans cette compréhension de c'est quoi le marqueur de valeur dans son industrie, sa technologie, etc. Parce qu'effectivement, on n'est pas expert de tout. Enfin, je pense qu'on le reconnaît ouvertement. Parfois, ça énerve d'ailleurs, mais c'est comme ça. On ne peut pas connaître tous les sujets parfaitement. Et donc, on a besoin aussi que le dirigeant nous trace une route et nous aide un peu sur ce sujet et qu'il soit lui convaincu par à quel moment il y aura un déclencheur important pour la boîte. Donc, c'est un bon conseil, ça. On arrive au bout, là. C'est un très bon conseil, le sujet du marqueur de valeur. Finalement, c'est la boîte qui doit fortement expliquer où elle est dans sa famille de chaîne, dans son industrie, dans son métier. Quelquefois, ils pensent qu'ils le font bien et c'est pas suffisant, ou alors le marqueur, il n'est pas assez fort. L'équipe aussi, bon, ça c'est le point sensible que vous avez dit tous les trois, vous êtes tous d'accord là-dessus. Il faut que ce soit quand même finalement bien constitué depuis le début. L'IP, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on a fait 45 minutes, mais l'IP, c'est important. Alors, ça, ce sera peut-être un autre sujet. Je pense qu'on pourra faire tout un truc sur l'IP parce que franchement, c'est tout le temps une question compliquée. Oui, il en faut, mais finalement, non. Mais oui, mais quel brevet? Mais moi, je ne dépose pas de brevet, je garde le savoir-faire et ceci et cela. Et souvent, on a l'impression que ce n'est pas valorisé de la même manière. Or, c'est peut-être en train de changer. C'est un sujet qu'on pourra aborder dans un prochain numéro. Stéphanie, je pense qu'il y a aussi un point, c'est que quelque part, on est des acheteurs et des vendeurs. Oui, c'est-à-dire qu'on va regarder quelle boîte on va acheter, entre guillemets, parce qu'on va devenir actionnaire. Notre premier métier, c'est d'acheter et de vendre. Et donc, de vendre de bien acheter et de bien vendre. On est d'accord. Et donc, d'identifier les projets créateurs de valeur sur la période où on va être au sein de l'actionnariat. Et s'il n'y a pas cette création de valeur dans les temps impartis, avec les moyens donnés, quelque part, on ne pourra pas non plus suivre. Donc, c'est un très bon résumé. Vous achetez, vous vendez. C'est du commerce, en fait. Un peu trop résumé, parce qu'on accompagne aussi. Vous êtes des marchands. C'est très réducteur. D'humains dans un projet. Ok, super. On est un peu arrivé au bout. On a répondu à quelques questions. J'espère que cet éclairage rapide, 45 minutes, c'est pas beaucoup, vous aura permis d'avoir quelques éclairages intéressants. On refera une séquence, si ça vous dit, si vous trois vous êtes d'accord avec ça, on peut faire plusieurs types de séquences. Là, on a relevé ou noté quelques sujets. La prochaine fois, on pourra aborder un sujet un peu compliqué. Merci à toutes et à tous. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction dans la foulée avec l'outil qui nous a servi au webinaire. Et j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain
numéro de Le Point de Vue. À très bientôt, bonne journée, au revoir.